Cette semaine à TVL Info, Micheline Anctil et son équipe élus par acclamation, la Caisse des Jardins en travaux, une campagne de financement pour le clocher. Bonjour et bienvenue à ce premier bulletin d'information de la saison 2025-2026. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une 5e année consécutive. Encore cette saison, TVL Info vous informera sur l'actualité locale et régionale. Le 2 novembre, tous les citoyens seront appelés aux urnes afin d'élire leur nouveau conseil municipal. À Forestville, il ne sera pas nécessaire d'exercer son devoir de citoyen, puisque tous les candidats ont été élus par acclamation à la suite de la période de mise en candidature le 3 octobre. La mairesse Micheline Anctil entame donc un 5e mandat, elle qui siège à ce titre depuis 2009. Elle sera entourée de Joanie Ovington, Mario Desbiens, Jean Brousseau, Gina Lheureux, Nadine Gagné et Carole Girard. Joanie Ovington et Jean Brousseau sont les nouveaux venus qui remplacent respectivement Jeannie Tremblay et Richard Foster, qui n'ont pas sollicité un autre mandat. Nous avons reçu dans nos studios Micheline Anctil afin d'aborder ce nouveau chapitre qui s'amorce pour ces 4 prochaines années. Voici notre entrevue. Donc, bonjour Madame Anctil. Bonjour Joanie. Bienvenue dans nos studios. Donc, 16 ans autour d'une table de conseil municipal. Oui. Et on décide d'y aller encore avec un autre 4 ans. Donc, un 20 ans là, au total à la suite de ce 5e mandat que vous entamez. Donc, vous avez été élu par acclamation là, à la suite de la mise en candidature, du dépôt des candidatures qui a fini le 3 octobre. Est-ce que vous êtes aussi motivé que la personne qui a été élue en 2009, là? Je suis tout autant. J'ai la même énergie, ça va très, très bien. Le dynamisme est au rendez-vous. Puis, j'oserais dire, je suis meilleure que jamais. Parce que avec 16 ans d'expérience, maintenant, je connais parfaitement toute la législation, les règlements du monde municipal, et Dieu sait qu'il y en a, venant de tous les ministères, des règlements qui changent d'ailleurs continuellement. Mais je les connais. J'ai un bon réseau aussi de contacts. Alors, ça me permet d'être encore plus efficace que jamais. Oui. Donc, vous avez été élu sans opposition, on l'a dit. Est-ce que vous auriez aimé quand même avoir une lutte, une course à la mairie, une campagne? Mais non, non, c'est pas nécessaire. Je pense que dans l'appel de candidature, toute personne pouvait se présenter. Alors ça, c'est très, très important. C'est ça, la démocratie. Maintenant, bien, je pense que la majorité de la population doivent être satisfaits du travail que nous faisons, parce que je dis nous, c'est vraiment un conseil qui travaille, donc du travail que nous faisons, qui fait en sorte qu'on nous confie un autre 4 ans, un autre mandat. Alors, moi, je le vois comme une satisfaction de la population, je le vois comme une marque de confiance, qui est accompagnée, évidemment, des responsabilités qui vont avec. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des projets qui se développent, que notre ville soit toujours plus dynamique et meilleure qualité de vie. Alors, c'est un mandat de confiance et nous l'acceptons bien humblement, comme aussi un mandat de responsabilité. La table du conseil a été quand même renouvelée. Oui. On a 2 nouveaux qui s'ajoutent. Donc, M. Richard Foster qui a quitté, qui n'avait pas sollicité d'autres mandats. Exact. Et également Jeannie Tremblay qui a fait un mandat de 4 ans aussi. Mais on renouvelle quand même dans la jeunesse. Est-ce que vous êtes satisfaite d'avoir justement autour de votre table de l'expérience, de la jeunesse? Est-ce que vous êtes contente de votre conseil? Je suis très satisfaite de ce conseil. Effectivement, la présence des hommes et des femmes, on a un bel équilibre à ce niveau-là. C'est important de garder cet aspect-là. De tous les âges, de tous les horizons. Alors, la venue, on comprendra Mme Joanie Ovington, qui est une enseignante qui a un jeune âge. Donc, ça a ses intérêts bien particuliers. M. Jean Brousseau, qui était un homme d'affaires, très impliqué dans l'ensemble de la collectivité.
qui vient se joindre à l'expérience du conseil, qui est les autres qui sont là depuis un bon moment et qui sont aussi de tout horizon. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand on met un sujet de développement au centre de la table, bien, tous les aspects sont présents et les débats se font. On doit prendre une décision à un moment donné. Le conseil doit prendre une orientation, mais on pense que quand le tour de table est complet de cette façon-là, on n'en échappe pas. On a la présence de la population, finalement, parce que c'est des représentants de la population et de milieux différents. Alors, je suis très, très, très satisfaite. Et ce qui m'importe le plus, c'est que les gens s'amènent pour les bons motifs. Oui. C'est un engagement qu'on prend au nom des citoyens, au nom de la collectivité. On est là pour les intérêts du bien commun. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des situations plus personnelles, plus individuelles, qui créent certaines insatisfactions à l'égard de leur ville. Mais nous, notre engagement, il est le bien commun, les intérêts de tous. Alors, quand on s'amène pour ce bon motif-là, on travaille aisément tout le monde ensemble. C'est ça. Donc là, vous avez été assermenté. Oui. Donc, le processus suit son cours. Il va y avoir une séance municipale au mois de novembre. Tout le conseil a été élu sans opposition. Donc, pour vous, là, on n'a pas besoin d'attendre les résultats du scrutin du 2 novembre. Donc, tout se poursuit. Est-ce qu'il y a des dossiers qui étaient sur la table ou des projets qui étaient déjà en cours là, au fil de vos 16 années que vous souhaitez vraiment continuer? Bien sûr, bien sûr. On a fait notre assermentation, effectivement, avec Mme la greffière. Nous allons quand même, à l'Assemblée de novembre, refaire une assermentation au nom de la présent avec la population. C'est important quand même que les gens entendent ce message, cet engagement. Donc, on va le refaire en novembre en séance publique. Oui, dans les dossiers, écoute, c'est une continuité. Tu viens de le dire, on n'a pas besoin d'attendre le mois de novembre et la sermentation. On est donc en séance de travail déjà. Alors, on est très efficace, on sauve plein de temps. Oui. Alors, particulièrement, on travaille présentement sur notre budget, le budget 2026 qu'on doit adopter en décembre. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous donne plus de temps pour bien le travailler, plutôt qu'attendre un conseil en novembre. Dans nos grands dossiers de développement, évidemment, le traversier est le dossier numéro 1. On connaît, on sait comment la population le veut, puis pas juste la population de Rimouski et de Forestville, l'Est du Québec. Notre région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, du côté de Rimouski, la même chose, la Gaspésie. Alors, c'est un dossier très important. Tout le monde le veut. On a un armateur qui est intéressé, mais on a besoin de l'aide du gouvernement, de l'aide financière, et on est là. Donc, le travail se fait au quotidien, tous les jours, on est là. On a aussi, au niveau de notre territoire, on le sait, un grand potentiel de développement énergétique. On connaît, Hydro-Québec est présent ici à Forestville depuis de nombreuses années avec les barrages, les centrales de Berzimis 1, Berzimis 2, qui sont en réfection majeure. On parle de millions d'investissements présentement. Et il y a un potentiel de développement éolien sur le territoire. Et on est avec la MRC, avec les autres municipalités. C'est un projet qui est très, très, très important. Ça concerne le monde municipal, ça concerne les communautés des Premières Nations, parce qu'ici, c'est le Nitassinan de Pessamit, donc qui doit être un partenaire important du développement. Mais c'est un dossier économique sur lequel on va travailler aussi très fort au cours du prochain mandat, parce que ça permettrait au monde municipal d'investir, mais évidemment de retirer aussi des argents pour réinvestir dans nos milieux en termes de développement. Alors ça, c'est un dossier qui est très, très chaud présentement. La population réclame aussi de l'habitation. La situation du logement, on la connaît. Plein de gens viennent travailler à Forestville et ont de la misère à se loger, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, on le sait. Donc, si on veut être attractif pour de la main-d'œuvre, le logement, des logements de qualité, c'est très, très important. On a livré au cours de la dernière année de l'habitation au niveau des aînés, mais on continue.
on est là. Il y a des promoteurs privés qui discutent avec la ville pour mettre sur pied des habitations. Donc, on parle de blocs, appartements, etc. Alors, ça aussi, c'est des dossiers très, très, très importants. Oui. Puis est-ce qu'il y a des nouveaux projets qu'on n'a peut-être jamais entendu parler ou qui étaient au début puis qui avancent ou que vous souhaiteriez qu'ils avancent dans votre prochain mandat? Bon, si on regarde ce qu'on a fait au niveau des infrastructures, il fallait mettre à niveau, évidemment, le quai. Le quai était vraiment en état là, de ne plus être fonctionnel ou de ne plus être sécuritaire. Alors maintenant que le quai est fait, nous, maintenant, c'est la carte d'affaires. Il faut développer des affaires avec le quai. On sait qu'on a les sablières, nos carrières. C'est une grande richesse sur notre territoire. C'est nos mines à nous. Hein? C'est nos mines à nous. Le sable sur lequel on est bien assis, mais qui a une valeur très, très, très importante. Dans sa composition, pour faire du béton, il est d'une très, très grande qualité. Alors, maintenant que le quai est rénové, notre carte d'affaires, vous savez, on a ce quai, on a l'aéroport qui a été rénové, on a un parc industriel qui est en ligne directe entre les deux. Alors maintenant, c'est la mise en valeur de ces attraits-là. Faire la promotion pour être capable de développer des créneaux d'affaires à ce niveau-là. Et Forestville dit toujours, nous sommes la ville de service de la MRC. Alors, oui, parfois, on perd des services, on perd des commerces, je dois dire, mais on travaille très fort aussi pour compléter et amener des nouveaux commerces pour demeurer cette ville de service qui est attractive. Oui, c'est ça. Au niveau régional, parce que vous avez quand même travaillé longtemps aussi comme préfet de la MRC, vous êtes bien au courant des enjeux qui touchent tout le territoire et même la région. Est-ce qu'il y a des préoccupations plutôt régionales que vous allez continuer d'investir du temps là, en tant qu'élu? Bon. Oui, au niveau de la MRC, d'ailleurs, je verrai dans les prochaines semaines, je souhaiterais pouvoir continuer. Vous savez, je suis un préfet élu par les collègues autour de la table. Alors, ça sera à eux de décider s'ils souhaitent que je demeure leur porte-parole, mais je le souhaiterais. Alors, j'ai parlé du dossier éolien. Ce dossier concerne l'ensemble du territoire. Le bois d'œuvre, qui nous préoccupe particulièrement parce que, évidemment, ça impacte l'entreprise Boissaco, qui est un fleuron de modèle au niveau de notre MRC, notre territoire, mais dont les tarifs douaniers viennent vraiment impacter son quotidien. Et Boissaco, bien sûr, est situé à Sacré-Cœur, mais il rayonne dans l'ensemble de nos collectivités. Alors, toute l'exploitation forestière liée à Boissaco nous préoccupe au grand point. Alors, ça sera évidemment aussi un dossier à prioriser. On a aussi ce qu'on appelle, nous, le plan climat. Alors, on sait que les changements climatiques, ça impacte grandement. On le voit. On a un été, un automne exceptionnel. Alors, c'est pas étranger au changement climatique. Et ça a des conséquences ça, sur nos territoires. Autant l'eau de la mer, les dangers de feux de forêt par les sécheresses et tout. Donc, on doit élaborer notre plan climat de la MRC, qui vient faire état des enjeux dans chacune des municipalités. Donc ça, c'est au cours de la prochaine année, nous devons livrer ce plan climat, qui est le portrait de notre territoire, pour avoir accès, bien sûr, à des investissements qui nous permettraient de protéger notre population par rapport à des changements climatiques qui vont continuer. Là. Alors, c'est nos sources d'eau potable, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Fait que de façon régionale et au sein de notre MRC, le plan climat, ça va être aussi une de nos priorités. OK. Le pont sur le Saguenay? Ah ben oui, on est à ce rendez-vous-là. Malheureusement, c'est un dossier qui est très politisé actuellement, mais je pense qu'il y a des bonnes avancées. OK. Je pense que le dossier évolue bien. Il y a eu des études. On sait que c'est réaliste. Donc, ça, c'est très, très, très important. Alors, à partir du moment où le gouvernement dit « oui, c'est l'option », bien, il faut travailler maintenant à la concrétiser. C'est ça. Ça représente des sous, des investissements, une volonté politique qu'il faut aller chercher au niveau du gouvernement, mais la volonté de la région, elle est très claire. Les gens veulent un pont sur le Saguenay. Donc, on est à ce rendez-vous-là aussi. Oui, tout à fait.
Si on revient en arrière, 16 ans avant, en 2009, qu'est-ce qui vous avait motivé à faire justement le saut en politique? Ça a été quoi votre parcours pour dire, bien, à ma retraite, je veux faire ça? Bien, c'est pas étranger à toute ma carrière professionnelle, parce que dans le fond, j'ai travaillé dans le domaine de la santé et des services sociaux plus de 32 ans. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était travailler au bénéfice des citoyens. OK. Écouter les citoyens dans leurs besoins de services de santé, de services sociaux, mettre en place des services, les encadrer, les développer, les maintenir, mais tout ça était destiné aux citoyens. Donc, c'est pas tant étranger que j'ai continué à avoir ce souci du citoyen et du développement de la ville. Oui. Parce que c'est une bataille de vraiment demeurer et de se développer. Et je dis parfois, en région, on travaille 3 fois plus fort, peut-être, que dans les villes et au central. Alors, j'avais le goût de continuer ce parcours pour et avec les citoyens. Oui. Et malgré le fait que la santé, c'est très différent du monde municipal, c'est un environnement très différent, la législation et tout, mais j'avais le goût de poursuivre et de poursuivre avec une équipe. C'est important d'avoir un bon conseil municipal. Le maire, il ne fait pas de miracle tout seul, là. C'est pas vrai. Et c'est une histoire d'équipe, de conseil pour prendre des bonnes orientations. Et au sein des travailleurs, parce que quand même que le conseil donnerait des orientations, il faut du personnel, le recrutement du personnel compétent, du personnel dynamique et dévoué. C'est ça qui fait la chaîne de réalisation. Et chacun des maillons à sa place est très important. Et moi, c'est toujours été ça mon cadre de travail, que ce soit à la santé ou au monde municipal. C'est mon oxygène de tous les jours. Puis, j'ai pas été déçue du monde municipal. Pas facile à tous les jours. Non. Mais je pense qu'on réussit. Et si je regarde le 16 ans qui a été fait, je pense qu'on a réalisé beaucoup de choses et on a redonné à Forestville ses lettres de noblesse et sa place. Puis le chemin, il y en a toujours à faire, à continuer. Puis voilà. Pensiez-vous que ça allait durer 16 ans? Oh non, jamais. Non. Aviez-vous dit, je vais faire un mandat? Puis... Oui, j'avais dit, je vais faire un mandat, mais on se fait prendre à notre propre jeu parce qu'on crée des belles dynamiques, on crée des nouveaux projets. Et comme ça prend parfois du temps à réaliser les projets, bien, tu les inities dans ton premier mandat, mais là, tu dis, oui, mais je veux le réaliser aussi. Donc, c'est dans l'autre mandat. Si on regarde, par exemple, Villa-Forestville avec ses logements, ça a été un projet de 5 ans. C'est ça. Alors, ça prend plus qu'un mandat. Puis, on se fait prendre à notre propre jeu parce qu'on a toujours des projets. Oui. Alors, c'est toujours pour le mandat suivant. Alors, voilà, ça fera, j'aurai 20 ans d'actif. Est-ce que vous pensez justement que la politique municipale pourrait intéresser encore plus la population? Parce que pour moi-même, aller aux séances, ça arrive parfois que je suis seule, des fois qu'il y a quelques personnes. Est-ce que vous observez ça? Puis en 16 ans, est-ce que vous avez observé un désintéressement des gens? Je pense pas que ça s'est accentué au cours des 16 ans. C'est dommage parce qu'on est un gouvernement de proximité. Des fois, quand je rencontre des jeunes à l'école ou dans des groupes, je leur dis, vous savez, quand tu rouvres le robinet le matin en te levant pour avoir de l'eau, là, ben c'est ta ville qui te le fournit, la qualité de l'eau, etc. Fait que une ville, c'est très présent dans le quotidien des citoyens. Maintenant, en fait, ils s'en désintéressent peut-être parce que ça va bien, parce qu'ils sont satisfaits, puis, mais c'est sûr qu'on aimerait ça avoir plus de gens à nos assemblées ou qui viennent nous questionner, parce que on note à l'heure actuelle que les gens manquent d'informations. Malgré qu'on en donne énormément, nos assemblées sont publiques, on a des pages dans le journal, on a un site web, etc., pour donner la bonne information. C'est ça qui est important. Parce que parfois, les gens partent avec une information, elle n'est pas toujours la bonne information. Ils ne viennent pas nécessairement la vérifier. Et là, des fois, ça fait toute une chaîne, mais ce n'est pas la bonne information, ou les gens ne comprennent pas le pourquoi
d'une décision. Alors oui, il n'y a pas un conseil municipal qui ne voudrait pas que ses citoyens soient plus intéressés. Maintenant, on ne peut pas aller les chercher. On se donne des outils pour communiquer le plus possible et être présent. Je suis présente le plus possible aussi dans les organismes, les dîners, les soupers, les célébrations. C'est souvent un moment intéressant où les gens nous questionnent sur quelque chose. Je disais un peu à la farce, mais c'est une réalité. Oui. Ça me prend 15-20 minutes de plus à faire mon épicerie et c'est bien correct. C'est parfaitement correct. Oui. Les gens m'interpellent, ils me demandent des choses. Quand c'est des situations personnelles, évidemment, on ne règle pas ça dans les fruits et légumes. On reprend ça dans la semaine qui suit. Oui. Mais c'est un beau moment aussi, des fois, pour avoir feedback de la population qui va nous féliciter ou qui va dire « bien, vous devriez peut-être regarder ce qui se passe sur telle rue ». Et voilà, je trouve que c'est un beau moment de proximité avec les citoyens. J'apprécie beaucoup. D'ailleurs, vous êtes une des seules municipalités là, qui diffusez la séance sur Facebook. Là. Si des fois, il y a des gens qui ne le savent pas, c'est possible de vous suivre également de cette façon-là, sans se déplacer des fois dans les froids hivernaux. Oui. On aime mieux rester à la maison, mais c'est possible quand même de vous suivre. Et beaucoup de citoyens le regardent parce qu'on a quand même un décompte qui se fait par le site. Et on a des gens au moment de la diffusion qui sont en ligne, en direct, exactement. Mais dans la semaine aussi, on a des 200-300 personnes qui peuvent nous regarder au moment où ils le veulent. Je dis parfois, si tu souffres d'insomnie, tu peux peut-être dans la nuit nous écouter. Voilà. Ensuite, peuvent revenir poser des questions par la suite au bureau. Tout à fait. Parfait. Donc, là, au niveau du poste de préfet, on l'a mentionné, vous aimeriez quand même poursuivre aussi ce mandat-là. Pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter justement pour ce 5e mandat-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez réaliser ou pendant ce temps? J'aimerais ça avoir plus de moyens. Oui. Hein? J'ai beaucoup de rêves, nous avons beaucoup de projets. Notre communauté, notre ville a besoin aussi. La limite, c'est souvent l'argent. Hein? Alors, on s'adresse au gouvernement, on a besoin d'aide financière pour compléter, pour initier nos projets. On a quand même un bon bilan. On est allé chercher des millions au fil des 16 dernières années, mais il faut que ça reste au rendez-vous. Parce que ça ne peut pas être juste sur le dos des citoyens. Ouais. Ça nous limite parce qu'on a la taxation, mais on est très sérieux avec le taux de taxation. Et il faut que les gens aient la capacité de payer ces taxes-là. Alors, on est très prudent, on est très rigoureux au niveau des taxes. Il faut aller chercher l'argent ailleurs et on est très présent, très vigilant pour voir tous les programmes de subventions qui arrivent au niveau du gouvernement provincial, fédéral ou de d'autres fondations ou organismes pour aller chercher le maximum qui permet de se développer sans que ce soit un fardeau pour les citoyens. Alors, mon plus grand souhait, c'est d'avoir plus de moyens financiers. Bien, on vous le souhaite, puis on souhaite que le gouvernement entende cette demande des municipalités partout au Québec, là, bien entendu. Absolument. Je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir et encore un gros félicitations pour votre élection et un bon 5e mandat là, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Joanie. En ce qui concerne les autres municipalités de la Haute-Côte-Nord, 3 courses à la mairie se déroulent présentement. À Colombier, la mairesse Claire Savard a initialement hésité à se représenter, mais elle a décidé d'aller de l'avant et seul son nom sonne pour ces élections. 4 de ses conseillers se représentent et 2 nouvelles candidatures apparaissent pour les sièges numéro 1 et numéro 5. Il n'y a aucune opposition. À Portneuf-sur-Mer, l'ancien conseiller Roberto Aymon veut devenir maire, tout comme Marilyn Aymon, qui a déjà siégé comme conseillère il y a quelques années. L'ancien maire Jean-Maurice Tremblay ne brigue pas de nouveau mandat. À Longrive, le départ de Nonal Perron a laissé vacant le siège de maire et les anciens conseillers Sylvain Dugas et Joanne Savard tentent de s'y faire élire. Aux Escoumins, le maire André Desrosiers a été élu par acclamation et c'est la même chose pour tous les conseillers municipaux. Au Bergeronne, l'ancienne mairesse Nathalie Ross est en lice avec l'ancien conseiller Luc Gilbert. Les citoyens devront faire un choix également pour 2 sièges de conseillers, les autres étant élus sans opposition.
À Sacré-Cœur, après une lutte remportée en 2021, l'actuelle maire Lise Bouliane est seule à se présenter à la mairie. 3 postes de conseillers ont reçu des candidatures uniques et des courses à 2 se feront pour les autres. Finalement, à Tadoussac, 2 nouveaux venus en politique municipale tenteront leur chance pour la mairie. Il s'agit de Claude Brassard et de Paul Gagné qui se présentent dans l'équipe Tadoussac-Lévis avec 6 conseillers. Seul un poste de conseiller a été comblé par acclamation. La Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord, située à Forestville, a entrepris des rénovations à son siège social qui aura un tout nouveau look pour la fin de l'année 2025. Les membres et les clients n'ont toutefois pas à craindre de fermeture puisque la caisse demeurera ouverte pendant les travaux. Ils seront dorénavant invités à se stationner à l'avant du bâtiment et à utiliser la porte principale située au 53 2e Avenue. Pour la directrice générale de la Caisse, Mélissa Lavallée, ces travaux serviront à entretenir la santé du bâtiment et se conformer aux normes. Selon elle, c'est comme faire de l'entretien sur sa maison, notamment lorsqu'on change le toit avant qu'il ne coule. Ces travaux visent à mettre aux normes et à maintenir les actifs tout en conservant l'accueil des membres et clients, précise Mme Lavallée. Les travaux représentent un investissement de 1,7 million de dollars dans la qualité des installations et par conséquent dans l'expérience offerte aux membres, affirme la directrice. Les travaux servent également à moderniser l'image de marque de Desjardins. Comme le mentionne Mélissa Lavallée, il y a quelques travaux qui se font à l'intérieur, mais la plus grosse différence qu'on va voir à la fin, c'est vraiment à l'extérieur avec l'enseigne. L'institution financière foresvilloise croit fermement que ces changements sont une démonstration tangible de l'importance qu'elle accorde au fait d'offrir un service de qualité et de renforcer notre lien avec la communauté. D'ailleurs, le président du conseil d'administration, Jean-Maurice Tremblay, déclare que la Caisse est là pour rester. Pour être au courant de l'avancement des travaux et des étapes à venir, il faut suivre la page Facebook de la Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord, ainsi que ses autres moyens de communication qui sont régulièrement mis à jour. La Ville de Forestville a terminé l'année 2024 avec un excédent de fonctionnement de 20 369 $ selon le rapport financier dévoilé par la mairesse Micheline Anctil. Cette somme s'ajoute à son surplus accumulé. Conformément à la loi sur les cités et villes, la mairesse a présenté son rapport sur la situation financière lors de la séance du conseil municipal du 2 octobre. Les états financiers vérifiés par la firme Mallette indiquent un excédent accumulé de fonctionnement non affecté de 1,42 million de dollars. En 2024, les revenus réels de la municipalité se sont élevés à 8,59 millions, alors que les dépenses ont totalisé 8,57 millions. Les taxes municipales ont rapporté légèrement plus que prévu, atteignant 4,5 millions de dollars, tandis que certains transferts gouvernementaux se sont avérés moins élevés que budgétés. La dette totale de la Ville a toutefois augmenté de manière marquée, passant à 17,43 millions, soit une hausse de 13,7 millions par rapport à 2023. Selon le rapport, une partie importante de cette somme est couverte par des subventions de Québec et d'Ottawa, totalisant 8,36 millions de dollars. Ces fonds servent notamment à financer la modernisation de l'aéroport et du quai municipal, 2 projets dont les échéances de remboursement s'étalent jusqu'en 2064. Par ailleurs, le rapport mentionne que la rémunération de la mairesse pour 2024 s'élève à 17 238 $ en plus d'une allocation de 8 619 $. Les conseillers municipaux ont chacun reçu une rémunération de 3 956 $ et une allocation de 1 978 $. La Ville de Forestville rappelle que la liste des contrats municipaux de plus de 25 000 $ est disponible au bureau de la greffière et sur son site Internet. Après la chute d'une trentaine de pierres du clocher de l'église de Forestville, des travaux urgents évalués à 45 000 $ sont nécessaires. La Fabrique Saint-Luc a lancé une campagne de financement pour préserver ce bâtiment patrimonial. Elle sollicite l'aide de la population afin d'assurer la sécurité et la préservation de son église, un lieu emblématique de la communauté. Depuis 1956. Le 1er septembre, une trentaine de pierres se sont détachées du clocher, rendant indispensables des travaux de réparation. Pour relever ce défi, une campagne de financement a été lancée sous le thème « Une pierre virtuelle pour notre clocher ». Les paroissiens et citoyens sont invités à contribuer en devenant symboliquement propriétaires d'une pierre virtuelle du clocher, une façon originale de soutenir la réfection du bâtiment. Un thermomètre sera installé dans l'église pour visualiser où en sont rendus les dons reçus. Les dons peuvent être transmis directement au bureau de la paroisse par chèque ou par virement Interac
à l'adresse courriel paroisse.saintluc@hotmail.com. Un reçu pour fin d'impôt sera remis à chaque donateur. Le curé de la paroisse, Irénée Girard, se réjouit de la générosité des citoyens jusqu'à maintenant. Dès la réception de leurs sollicitations postales ou via le web, des gens sont venus apporter leurs dons selon lui. Claude Huard, président de la Fabrique Saint-Luc, remercie à l'avance la population pour sa générosité. Merci de tout cœur, souligne-t-il dans l'appel au financement. Cette mobilisation vise à assurer la sécurité des lieux tout en protégeant une partie du patrimoine religieux et culturel de Forestville. La soupe populaire de Forestville est de retour depuis le 6 octobre après une petite pause estivale. L'activité se tient sous la même formule, soit 2 fois par mois. Un mardi par mois, les personnes démunies ou qui ont des difficultés à se nourrir peuvent venir manger un bon repas chaud sur l'heure du midi au sous-sol de l'église de Forestville. C'est gratuit et des dons volontaires peuvent être remis pour ceux qui en ont les moyens. Ils permettent de financer une partie de l'initiative. Un dimanche par mois, la soupe populaire a lieu à la salle des Chevaliers de Colomb sur la rue Blouin, sur l'heure du souper. C'est le même principe, c'est ouvert à tous et des dons volontaires sont possibles. Le premier souper est prévu le 16 octobre. Pour réussir à offrir cette activité au bénéfice de la communauté, plusieurs organismes ont uni leurs forces. D'autres organisations se joignent lors des dîners et soupers afin de prêter main forte aux bénévoles. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information TVL Info. Je vous dis à la semaine prochaine.